Merci et bienvenue donc à notre webinaire consacré à la loi de finances 2022 et à la loi de financement de la sécurité sociale 2022. Tout d'abord, l'année dernière, on s'était vu à peu près à la même époque pour vous parler de la loi de finances de l'année précédente. On vous avait parlé notamment, c'était beaucoup centré, on avait parlé du protocole sanitaire, du chômage partiel, on avait parlé aussi de la baisse de certains avantages fiscaux progressifs comme le Pinel, investissement immobilier Pinel, certains renforcements de réduction comme les dons qui avaient été favorisés. On était sur une loi de finances deuxième partie de mandat, donc pas de grande révolution. Et puis, on sentait vraiment une concentration sur la crise sanitaire des mesures. Donc, il y avait eu moins de mesures autres. Pour cette loi de finances 2022 et loi de financement de la sécurité sociale, on a quelques mois des élections présidentielles, donc on a des mesures principalement d'ajustement sur la partie fiscale. On le regardera ensemble et quelques renforcements de dispositifs, notamment sur la partie cession d'activité professionnelle au sens large. On vous en dira un mot. Et après, sur la partie sociale, des sujets comme le document unique d'évaluation des risques ou le pass prévention qui vous seront présentés en deuxième partie. On va essayer de tenir un timing d'1 heure pour que ce soit suffisamment rythmé, qu'on ne vous noie pas trop d'informations et qu'on soit concis et clair. Vous avez à votre disposition un support complet que vous pouvez télécharger directement depuis le webinaire. Et puis sans plus attendre, je vais vous présenter les différents intervenants qui vont vous accompagner ce matin. Alors, les voici, vous les avez en direct live, donc je ne vais pas m'attarder sur les photos. Tout d'abord, pour Eureka Pluriel, Cédric Parent, donc expert comptable sur les sites de Sales et Parentis. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour. Voilà, et merci. Et Christophe Caron, expert comptable sur Bordeaux, spécialiste notamment du restructuring des sociétés en difficulté. Bonjour à tous. Et sur la partie sociale, on sera accompagné par deux avocats, l'Ellipse et associés, les deux Arnaud Rimbert et Arnaud Pilois. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et merci à Eureka pour cette invitation. C'est avec plaisir. Écoutez, sans plus attendre, voilà le sommaire que je vous avais un petit peu présenté rapidement. Donc, tout d'abord, on parlera des dispositifs applicables aux particuliers. Ensuite, on dira un mot sur les dirigeants et les travailleurs indépendants, et notamment sur leur partie sociale. Tous les dispositifs applicables aux entreprises. Un focus rapide parce que on espère qu'on en est vers la fin. Les mesures liées au coronavirus. Et puis enfin, les mesures sociales 2022, les grandes mesures et les informations importantes à retenir. Donc, on va commencer par les particuliers. Je vais donner de suite la parole à Cédric qui va démarrer et qui va nous faire un petit rappel sur l'impôt sur le revenu. C'est parti. N'hésite pas à me dire pour le coup, Gauthier, si la qualité du son n'est pas tout à fait au rendez-vous, je m'en rapprocherai de la fenêtre ouverte pour que je sois plus audible, le cas échéant. Alors, on va commencer. Alors, on va peut-être se mettre. Je vois pas le support. Je ne sais pas s'il est diffusé. Ah si, ça y est, je vois. Donc, avec le barème de l'impôt sur le revenu qui a été rehaussé, on va passer beaucoup de temps là-dessus, mais simplement se dire que les tranches supérieures du barème de l'impôt sur le revenu, enfin les tranches du barème de l'impôt sur le revenu ont été rehaussées sur la base de l'inflation, c'est-à-dire 1,40%. J'apporte une précision là sur la base de l'image que vous avez sous les yeux. Ça, c'est le barème qui permet de calculer l'impôt sur le revenu pour une part de quotient familial. Donc, il aura fallu veiller en amont à déterminer évidemment les revenus globaux perçus par le foyer fiscal. On aura ensuite divisé ce revenu global par le nombre de parts dans le foyer fiscal, ce qui va nous donner le revenu pour une part. Quand vous avez ce revenu pour une part, vous pouvez appliquer le barème d'imposition que vous avez sous les yeux. Mais le résultat que vous allez obtenir, ça va être l'impôt pour une part de quotient familial. Donc, la dernière étape consistera à multiplier cet impôt pour une part de quotient familial par le nombre de parts composant le foyer fiscal. J'en fais pas des caisses là-dessus parce qu'il y a des simulateurs qui sont très performants et qui vous permettront de déterminer ce calcul de l'impôt sur le revenu. On peut passer à la diapositive suivante.
Oui. La crypto-monnaie. Alors, le sujet, ouais, la crypto-monnaie qui a le vent en poupe. On en parle beaucoup des crypto-monnaies, tout le monde y va de son investissement sur le sujet. Et donc, il est intéressant de savoir ce que sont les incidences fiscales de ces investissements réalisés en crypto-monnaie. Alors, l'administration, alors quand on parle des crypto-monnaies, c'est pas utile de le préciser, hein, mais c'est les bitcoins, hein, notamment dont il est question, entre Dogecoins ou Peercoins, etc. L'administration fiscale est venue préciser le mode d'imposition devant les flux qui sont constatés pour les achats-ventes de crypto-monnaies. Et donc, elle distingue deux catégories. On a les gains occasionnels, d'une part, et les gains professionnels. Pour les gains occasionnels, c'est facile, ce sont ceux qui ne sont pas professionnels. Pour les gains professionnels, donc l'administration est venue apporter quelques informations en nous disant que devait être qualifiée d'activité professionnelle une activité dans laquelle on utilise des outils professionnels pour la réalisation de ces gains. Les gains sont également professionnels lorsqu'ils représentent de substantiels revenus et notamment lorsqu'ils vont dépasser les revenus perçus par ailleurs par le foyer fiscal. Voilà. Donc, on a compris que les gains professionnels dans l'achat-vente de crypto-monnaies seront finalement assez accessoires. Et maintenant, il convient de dire quels sont les régimes fiscaux pour les gains occasionnels et les régimes fiscaux pour les gains professionnels. Pour les gains occasionnels, on va appliquer un impôt de 30% sur le principe sur les gains qui sont réalisés. 30%, c'est en fait 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, il faut savoir qu'à compter du 1er janvier de l'année 2023, on aura la possibilité pour ces gains occasionnels d'opter pour le barème progressif que l'on vient de voir. Là, on a compris que ce que l'on a appliqué, nos 12,8 plus 17,2, ce n'est pas le barème progressif, c'est la flat tax. On aura la possibilité à compter simplement du 1er janvier de l'année 2023 d'opter pour le barème progressif, ce qui pourrait être intéressant dès lors que le taux marginal d'imposition, celui qui frappe les revenus les plus élevés du foyer, sera de 11% ou de 0, évidemment. Pour ce qui est des gains professionnels, on va être imposable dans une catégorie d'imposition qu'on appelle les bénéfices non commerciaux. Jusqu'alors, c'était les bénéfices industriels et commerciaux et ce sera encore le cas pour l'année 2022. Bon, donc là, on sera forcément soumis au barème progressif et surtout l'incidence de l'assujettissement de ces gains aux gains professionnels va être mesurée au niveau des cotisations sociales parce qu'il faut parler du fiscal également de ce qui va se passer socialement. Et dès que je passe en équité professionnelle, attention, cotisation sociale. Voilà pour les nouveautés sur la crypto-monnaie. Donc, dorénavant, chaque fois qu'on vend de la crypto-monnaie, et qu'on a gagné de l'argent, bien sûr, on est imposé, que ce soit occasionnel ou de façon régulière. Ça marche. Donc après, autre sujet qui est, voilà, réduction d'impôt pour don. Ouais, la réduction d'impôt pour don. Alors ça, c'est pas une réduction d'impôt nouvelle, hein, elle est vieille de Coluche, cette réduction d'impôt. C'est la réduction d'impôt pour les dons qui sont faits auprès d'organismes à but non lucratif et dont l'objet est de favoriser le logement ou d'offrir des repas ou des soins à des personnes qui sont en difficulté. La nouveauté, c'est qu'on a doublé le montant de dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt de 75%. On était auparavant autour de 550-560 euros. Depuis 2021, on est passé à un seuil de 1000 euros. Et donc ça a été reconduit, quoi. On peut le bénéficier d'une réduction d'impôt sur une base de 1000 euros maximum. Oui, ce qui veut quand même dire que le reste à charge pour le contribuable est uniquement, entre guillemets, de 25%. C'est quand même un dispositif qui encourage fortement l'aide aux plus démunis. Autre sujet après, c'est alors plus des évolutions sur certains dispositifs qui sont les dispositifs d'investissement locatif. Ouais, alors ce sont des évolutions ou des prorogations. Alors tout est résumé à l'écran sur une seule diapositive. En réalité, c'est un chapitre important de la présentation que je fais aujourd'hui. Donc on va parler de ces dispositifs d'investissement locatif.
et des réductions d'impôts qui sont associées. On va parler de 4 dispositifs. Il y en a 3 qui sont nouveaux. Enfin, il y en a 3, pardon, qui sont simplement des prorogations, et il y a un dispositif qui est une réelle nouveauté, dans lequel on a une substantielle modification. On va aborder les dispositifs Pinel de Normandie. Ça, c'est des dispositifs. Alors, je les aborde ensemble parce qu'ils sont assez connectés. Leur principe de fonctionnement est assez similaire. C'est des dispositifs qui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le prix d'acquisition du logement dont on se porte acquéreur. Alors, la différence entre les deux dispositifs, c'est que le dispositif Pinel va concerner les acquisitions de logements neufs, alors que le dispositif de Normandie va concerner les acquisitions de logements anciens qui ont fait l'objet ou qui vont faire l'objet de travaux importants, qui vont représenter 25% du prix de revient à minima du local que l'on acquiert. Le dispositif Pinel, donc il existait, il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Le dispositif de Normandie est prorogé jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. Alors évidemment, il y a des réductions d'impôts qui sont attachées à ces investissements et qui ne sont pas automatiques. Hein. L'objectif du gouvernement, c'est d'orienter le contribuable vers un certain nombre d'investissements. Donc, quand on veut bénéficier de ces dispositifs, il va falloir que l'on respecte des critères de performance énergétique. Premièrement, il va falloir être situé sur des zones particulières. Pour le dispositif Pinel, sur des zones qu'on appelle zones tendues, des zones dans lesquelles on a un déficit d'offres de logement. Pour le dispositif de Normandie, il va falloir se situer sur des centres-villes à réhabiliter. Et enfin, les locaux vont devoir être loués nus à titre d'habitation, en dehors du foyer fiscal du contribuable. Et il va falloir respecter des plafonds de loyer et de ressources. Donc, évidemment, il y a des contraintes qui sont attachées aux investissements réalisés pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôts. Quel est l'avantage fiscal procuré par ces acquisitions? C'est donc une réduction d'impôt dont le montant va être variant en fonction de l'engagement de durée de location que l'on aura pris. On peut procéder à un engagement initial de 6 ou 9 ans pour les locations de ces biens. Je précise de suite qu'il est, à mon sens, absurde de partir sur un engagement de 9 ans, autant partir sur un engagement de 6 ans, parce qu'on a ensuite la possibilité de le proroger sur 9 ans. Et la réduction d'impôt qui sera calculée, finalement, sera la même. Donc, partez sur 6 ans, ne vous contraignez pas outre mesure, avec une possibilité d'extension sur 9. On pourra aller à un maximum de 12 ans d'engagement, et la réduction d'impôt maximale sera de 21%. Ça, c'est actuellement, et effectivement, tu le disais tout à l'heure et en préambule, Gauthier, les réductions d'impôts sur les années à venir ont tendance à s'étioler. Voilà. Pour le moment, c'est encore 21% au maximum, dès lors qu'on aura conservé, pris un engagement de location sur un total de 12 années. Un autre dispositif de réduction d'impôts, un peu dans le même esprit que celui que l'on vient de voir, c'est le dispositif Censi-Bouvard. La différence se trouve au niveau des biens qui sont objets de l'investissement. Là, on va parler des biens neufs uniquement, qui vont être loués meublés et qui vont être loués à l'exploitant, donc d'une résidence d'étudiants ou d'une résidence pour personnes âgées ou handicapées. Quand on est dans ces critères-là, il aura fallu signer un bail commercial d'une durée d'au moins 9 ans avec l'exploitant de la résidence, moyennant quoi nous bénéficierons d'une réduction d'impôt de 11%. Et on pourra ajouter à cela, soulignons-le, ça c'est en dehors du Censi-Bouvard, mais la faculté de récupérer la TVA sur les investissements dont il est question. Donc c'est fiscalement quand même assez incitatif. Il faut se méfier d'une chose quand même, c'est de l'exploitant dont on va se rapprocher, auquel on va se marier dans le cadre du bail commercial. Il faut qu'il soit solide financièrement pour que l'opération ait un sens. Il ne faut pas se retrouver le bec dans l'eau. Le dernier dispositif d'investissement locatif, alors là c'est un dispositif nouveau. C'est une nouvelle réduction d'impôt pour les investissements locatifs à loyer abordable qui prend la suite d'un dispositif qu'on appelle le dispositif COS. Alors là, les critères, c'est investir sur un bien neuf ou ancien. Enfin, je peux même être déjà propriétaire de ces biens. Donc, les biens neufs ou anciens, c'est les biens que je vais louer nus, qui vont être affectés à l'habitation principale et qui vont respecter, là encore, un niveau de performance énergétique. Ils vont devoir être loués dans des zones tendues, c'est-à-dire de déficit de l'offre, et surtout, une convention à loyer maîtrisé devra avoir été signée avec l'ANA, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, sur une période minimale de 6 ans. Si on est dans le respect, alors il faut toujours que les loyers ressources des occupants
soit limitée. On cherche à offrir un logement finalement à des personnes qui sont en difficulté financière. Le montant de la réduction d'impôt dont on va bénéficier va être exprimé en pourcentage des loyers bruts que l'on encaisse sur ces logements. Et plus l'effort consenti en termes de loyer sera important, et plus l'avantage en impôt sera conséquent. Le montant de la réduction d'impôt va se chiffrer entre 15 et 65% du montant des revenus bruts perçus. Ça, c'est pour ce qui arrive après le 1er mars de l'année 2022. Avant le 1er mars de l'année 2022, l'avantage n'est pas une réduction d'impôt, mais une diminution de l'assiette imposable. On va ajouter au nombre des charges déductibles des revenus fonciers 15 à 85% des loyers bruts qui sont perçus, toujours pareil, en fonction de l'effort consenti sur les loyers. Voilà pour ce volet de la réduction d'impôts, des avantages fiscaux liés aux investissements locatifs. Je rajouterai juste un mot sur ces sujets-là, donc évidemment qui sont des sujets importants, notamment pour nos clients qui souhaitent investir, défiscaliser, etc. On entend souvent, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ces dispositifs? Il n'y a pas de réponse toute faite, c'est-à-dire que ce qui est important, je pense notamment au Pinel, c'est de jamais oublier la base de l'immobilier, à savoir est-ce que la construction est de qualité, est-ce que l'emplacement est bon, et ensuite on pourrait rajouter une troisième chose qu'il faut faire attention quand on achète notamment dans du Pinel, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de Pinel dans cette même résidence au même moment que moi? Pourquoi? Parce que faut se projeter à la sortie. Et si tout le monde au bout de 6 ans ou 9 ans décide de sortir, ça veut dire que tout d'un coup, il y a un volume d'appartements fort qui est en vente au même moment, au même endroit, et ça peut avoir un impact sur le prix que vous allez réussir à avoir de l'appartement. Donc, il y a certains éléments, il y a des gestionnaires de patrimoine qui font très bien leur travail sur ce sujet pour bien vous conseiller, mais il y a beaucoup de bon sens en fait, et il faut sortir de la notion de prix réduction d'impôt, qui sont évidemment des éléments financiers importants, pour aller vers des choses plus terre à terre. Voilà, est-ce que la construction est de qualité et surtout est-ce que mon emplacement est bon, tout simplement. Merci Cédric sur cette partie. On va basculer maintenant sur la partie des dispositifs applicables aux dirigeants et travailleurs indépendants. Christophe, je vais te passer la parole sur la partie du conjoint collaborateur et de l'évolution de son statut. Tu as le micro coupé, Christophe. Ok, c'est bon. Oui, donc les dispositions qui visent les conjoints et partenaires de PACS, les chefs d'entreprise qui travaillent dans l'entreprise familiale sont dorénavant ouverts aux concubins. Un petit rappel au niveau du statut de conjoint collaborateur, donc sont visés maintenant les conjoints partenaires de PACS et concubins, des entrepreneurs individuels et des gérants majoritaires de SARL et EURL. Le conjoint collaborateur doit participer de manière régulière à l'activité de l'entreprise familiale. Il ne doit pas être associé, il ne doit pas être rémunéré. L'avantage de ce statut, c'est une couverture sociale complète pour le conjoint collaborateur avec un faible coût pour l'entreprise. À compter du 1er janvier 2022, donc ce statut de conjoint collaborateur ne pourra être conservé que pendant 5 ans. À l'issue de ces 5 ans, soit le conjoint collaborateur opte pour le statut de conjoint associé, soit pour celui de conjoint salarié. Et à défaut d'option, c'est le statut de conjoint salarié qui s'appliquera. S'agissant des 5 ans, on va dire les compteurs sont remis à zéro au 1er janvier 2022, ce qui signifie que même si le conjoint collaborateur était déjà, c'est le cas de le dire, conjoint collaborateur au sein de l'entreprise, les 5 ans courront à compter du 1er janvier 2022. Sinon, également, à partir du 1er janvier 2022, donc il y a un changement des modalités de calcul des cotisations sociales du conjoint collaborateur d'un micro-entrepreneur, lesquelles sont simplifiées. Donc, elles seront dorénavant basées soit sur un montant forfaitaire, sur une base forfaitaire, soit sur les recettes du micro-entrepreneur. Un mot important sur ces statuts des conjoints dans les entreprises. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de dispositifs. Il n'est pas possible qu'un conjoint soit dans une entreprise et n'ait pas de statut social. C'est à la fois extrêmement dangereux pour cette personne-là
dangereux pas forcément à court terme, mais dangereux dans le temps. Pas de protection sociale, ça veut dire pas de droit à la retraite. Ça peut vouloir dire des situations en cas de séparation dans le temps, etc., assez graves. Et il faut vraiment, voilà, il faut vraiment avoir en tête qu'on ne peut pas laisser un conjoint travailler dans une structure sans statut. C'est pas possible pour faire quelques économies qui sont des mauvaises économies à mon sens. Autre sujet, le congé paternité et le congé d'adoption. Alors donc les durées de congé paternité et de congé d'adoption donc applicables aux salariés sont désormais applicables donc depuis le 1er janvier 2022 au père collaborateur libéral ainsi qu'au conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère pour le congé paternité et au collaborateur libéral pour le congé d'adoption. Donc peuvent bénéficier du congé paternité, pour rappel, la personne qui a la qualité de père de l'enfant, de conjoint ou de concubin de la mère, ou enfin étant lié à elle par un PACS. Ce qui signifie que peuvent bénéficier du congé paternité le père biologique de l'enfant ou en cas de séparation, le nouveau conjoint de la mère. Depuis le 1er juillet 2021, donc les durées du congé de paternité ont évolué. Elles sont dorénavant de 25 jours calendaires pour 25 jours calendaires et 32 jours calendaires en cas de naissance multiple. Ces 25 jours et 32 jours viennent à la suite des 3 jours ouvrables dits de congé de naissance. Pour le congé d'adoption, il est de 10 semaines. Il passe à 18 semaines en cas de… Ça fait que le foyer fiscal est maintenant supérieur à 3 enfants. Et enfin, il est de 22 semaines en cas d'adoption multiple. Très bien. Autre sujet, la retraite des travailleurs indépendants touchés par la crise et plus touchés. Voilà. Donc, les travailleurs indépendants, les mandataires sociaux relevant des secteurs 1 et 1 bis et les artistes auteurs qui ont pu être éligibles à une ou plusieurs mesures de réduction de cotisations sociales peuvent se voir valider des trimestres de retraite de base au titre des années 2020 et 2021 sous condition. Donc, pour rappel, le secteur S1, c'est principalement les secteurs liés au tourisme, à l'hôtellerie, à la restauration, à la culture, à l'événementiel, au sport et au commerce de détail non alimentaire. Et les secteurs S1 bis, c'est les secteurs dont l'activité dépend principalement de l'activité des secteurs S1. Le rattrapage de ces cotisations se fait par différentes… Alors, il n'est possible qu'à condition que l'activité ait été commencée avant le 1er janvier 2020. C'est une première condition. Pour bénéficier donc de cette récupération, de cette validation des trimestres de cotisation sociale, elle se fait par différence entre le nombre de trimestres validés sur la période 2017 à 2019, le nombre de trimestres moyens, et donc le nombre de trimestres validés sur les années 2020 et 2021. Voilà, ça sont des dispositifs qui peuvent paraître techniques, mais quand les dirigeants n'ont pas pu se rémunérer suffisamment sur ces périodes et donc n'ont pas assez cotisé, pour éviter d'avoir des trous dans la raquette quand on présentera sa demande de départ à la retraite, c'est important de travailler sur ces sujets. Autre volet maintenant, le dispositif applicable aux entreprises avec quelques évolutions notamment en cas de vente ou de départ à la retraite. Christophe. Tout à fait. Donc, les dirigeants de certaines sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, donc réalisant une plus-value à l'occasion de la cession de leurs titres en raison de leur départ en retraite, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un abattement fixe de 500 000 € pour les cessions et rachats intervenant jusqu'au 31 décembre 2022. Donc, cette date est désormais repoussée au 31 décembre 2024. Entre autres conditions, donc le dispositif de faveur s'applique sous réserve que le cédant cesse toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont vendus et fasse valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession. Et donc, par exception, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, le délai prévu ci-dessus est porté à 3 ans. Donc, vous vendez une société, sur les 500 000 premiers euros du prix de vente, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Sur la plus-value, sur les 500 000 premiers euros de plus-value du prix de vente, il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Autre sujet, alors, je
j'ai la présentation qui bloque. Donc ça, hop, c'est la partie sur les plus-values professionnelles et donc un renforcement de dispositifs existants. Tout à fait. Donc, il est prévu, donc, toutes conditions remplies, un régime d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par un contribuable à l'occasion de la cession de son entreprise soumise à l'impôt sur le revenu en raison de son départ à la retraite. Ce mécanisme d'exonération s'applique également, toutes conditions remplies, en cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value professionnelle précédemment placée en report d'imposition. Donc, cet avantage fiscal, il est subordonné au respect de diverses conditions, parmi lesquelles le fait que le vendeur doit cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou précèdent la cession. Donc, il est désormais prévu que lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, et que son départ à la retraite précède la cession, ce délai de 2 ans est porté à 3 ans. Voilà. Ce que l'on peut rajouter aussi, c'est j'avais avancé la diapositive un peu vite. Tout à l'heure, on était sur les parts de société. Là, on est sur les plus-values professionnelles directes. Donc, c'est le même dispositif qui est appliqué aux plus-values professionnelles. Autre sujet d'exonération, c'est par exemple quand on vend un fonds de commerce, une branche d'activité, ce genre de choses. Ouais, tout à fait. Donc toute plus-value professionnelle donc enregistrée à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité dans le cadre d'une activité donc commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peut faire l'objet d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur les bénéfices, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, dès lors, entre autres conditions, que tout ou partie de son montant est inférieur à certains seuils. Donc, ces plafonds d'exonération, jusqu'à maintenant, donc les plus-values enregistrées sont exonérées d'impôts, donc totalement si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros, partiellement si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300 et 500 000 euros. Donc, ces montants, ils ont été revus à la hausse et les plus-values étant exonérées sont désormais exonérées totalement. Donc, si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre, pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 euros, et partiellement si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 euros, est inférieur à 1 million d'euros. Ce qui veut dire que les seuils sont quasiment passés du simple au double. Oui, tout à fait. Ça fait une belle exonération en cas de cession. Tout à fait. Ce qu'on peut rajouter, c'est que ce dispositif d'exonération, il est réservé à certaines entreprises cédantes, parmi lesquelles les entreprises soumises à l'IS, qui répondent à certaines conditions cumulatives, notamment en termes de PME européennes. Et il est à noter que parmi ces conditions également figure désormais le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Oui, tout à fait. Il faut avoir exercé plus de 5 ans en général son activité. Il y a des conditions de durée et en effet de taille, ça ne s'applique pas à des grands groupes. Bon, de toute façon, vu les seuils, s'ils cédaient des entreprises, ce serait probablement à des montants beaucoup plus importants. Merci Christophe sur cette partie. Partir un mot sur l'amortissement des fonds commerciaux. Cédric. Oui, alors ça, c'est une mesure qui a fait beaucoup parler également, l'amortissement des fonds commerciaux. Alors, avant de commencer là-dessus, de préciser l'avantage fiscal dont il est question. Excusez-moi. Christophe, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ça fait des interférences, on n'entend pas bien Cédric. Merci bien. Merci Christophe. Ouais, je pense que c'est utile, avant de préciser l'avantage fiscal qui est offert, de redéfinir ce qu'est le fonds commercial. Le fonds commercial, c'est tout simplement l'achat, l'acquisition d'une clientèle, d'éléments que l'on appelle incorporels, et de définir ce qu'est un amortissement. L'amortissement, c'est la traduction comptable de l'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif, d'un investissement qui a été réalisé. Si je prends l'exemple de l'acquisition d'un véhicule dont le prix est de 20 000 euros et dont la durée de vie est de 5 ans, eh bien chaque année, comptablement, je vais constater une charge qui va représenter 20 000 euros divisé par 5, à savoir 4 000 euros.
Voilà, ça c'est la dotation aux amortissements. Quand on a compris ça, on se dit que le fonds de commerce, au plan du principe, ne doit pas se déprécier comptablement. Il ne doit pas y avoir à tout le moins de déduction, de dotation aux amortissements, parce que la dépréciation d'un fonds de commerce n'est pas supposée être linéaire dans le temps. Alors, il peut se déprécier le fonds de commerce si on fait de moins bonnes affaires aujourd'hui que ça n'était le cas hier. On irait constater une provision comptable, mais on ne doit pas parler normalement de dotation aux amortissements. Or, la réglementation comptable prévoit pour les petites entreprises, attention, sont celles quand même qui dégagent 12 millions au maximum de chiffre d'affaires et dont le total de bilan est supérieur à 6 millions, est inférieur à 6 millions d'euros, pardon, et l'effectif est inférieur à 50 salariés. Il faut être en dessous de 2 de ces 3 seuils. La réglementation comptable prévoit pour les petites entreprises la possibilité de pratiquer une dotation aux amortissements sur les fonds de commerce. Alors, c'est bien beau, sur la partie comptable, on peut pratiquer cette dotation aux amortissements, mais qu'en est-il fiscalement? Eh bien, fiscalement, jusqu'alors, on n'avait pas la possibilité de déduire cette dotation aux amortissements. On n'admettait pas la déductibilité sur le principe que, justement, un fonds de commerce ne se déprécie pas, en théorie, avec le temps. Mais là, devant les difficultés inhérentes au Covid, l'administration s'est montrée un peu plus clémente et nous promet que pour les acquisitions de fonds de commerce jusqu'au 31 décembre de l'année 2025, on aura la possibilité de pratiquer et de déduire une dotation d'amortissement pour les petites entreprises. C'est un coup de pouce fiscal, donc qui n'est pas anodin. Je vais augmenter le montant de mes charges et donc réduire l'assiette de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés. Voilà pour ce dispositif fonds de commerce. Merci Cédric. Un mot sur l'option à l'IS des entrepreneurs individuels maintenant. Alors, s'il y a une évolution qui est importante là concernant les entrepreneurs individuels, c'est bien celle-ci. C'est la possibilité qui va bientôt nous être donnée d'opter pour l'impôt sur les sociétés pour les entreprises individuelles. Alors, je vois pas la diapositive. Je sais pas si c'est un temps de décalage. La voici. Voilà. Alors, il y a deux volets. Il y a un volet juridique et il y a un volet fiscal. Sur le volet juridique, le législateur est allé constater l'échec de l'EIRL, de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui est un dispositif qui est pourtant simple parce qu'il permet donc d'être exonéré du risque professionnel sur son patrimoine personnel. Mais très peu d'entrepreneurs y sont partis. Aujourd'hui, on a simplement 3% des entreprises individuelles qui sont logées sous ce régime-là, c'est-à-dire 97 000 entreprises sur 3 millions d'entreprises individuelles existantes. Donc, devant ce constat d'échec, le législateur il a décidé de faire de l'entreprise individuelle une entreprise en tout état de cause protectrice. Et ça va être valable à compter de l'année 2022. Alors, protectrice, ça veut dire que demain, je ne vais subir une responsabilité que sur les biens qui sont utiles à l'exercice de mon activité professionnelle. Et donc, tous les biens qui composent le patrimoine privé seront exonérés du risque professionnel. Donc, c'est une sacrée bonne nouvelle pour les entrepreneurs. Et puis, la deuxième bonne nouvelle qui accompagne ce dispositif juridique, c'est une nouvelle fiscale puisque les entrepreneurs individuels vont pouvoir désormais opter pour l'impôt sur les sociétés. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que désormais, je ne vais plus être imposé que sur la base de la rémunération que je vais retirer dans mon entreprise individuelle. Auparavant, enfin jusqu'alors, et pour celles qui resteront à l'impôt sur le revenu, c'est la totalité de la performance dégagée par l'entreprise qui servait au calcul des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu. Désormais, ce ne sera plus que la rémunération qui servira d'assiette au calcul des cotisations sociales et l'impôt sur le revenu, c'est beaucoup plus économique. Prenons l'exemple d'une entreprise individuelle qui dégage une performance de 40 000 € et d'un entrepreneur individuel qui, dans cette entreprise, ne va puiser que 20 000 €. Jadis, on était imposable nécessairement sur une base 40 000 €. Désormais, ce sera à titre personnel 20 000 € qui servira au calcul des cotisations sociales de l'impôt sur le revenu. Donc, on accueille ces nouvelles avec grand plaisir. Et il est plus facile de piloter ce qu'on prélève dans son entreprise que le bénéfice qu'on dégage dans l'année. Merci Cédric. Un mot rapide, s'il te plaît, sur un certain nombre de crédits d'impôt. Le temps file. Donc d'abord, le crédit d'impôt sur les dirigeants. Oui, le crédit d'impôt formation. Alors, il faut juste savoir qu'il existe. Je suis une formation. Je peux bénéficier d'un crédit d'impôt dans la limite de 40 heures. Multiplié par un taux qui est en principe égal au SMIC et qui cette année a été doublé. Donc, c'est-à-dire que je vais pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt de 800 € environ maximum.
Voilà, je passe sur ce crédit d'impôt. Sur le crédit d'impôt innovation, alors c'est un crédit d'impôt qui va concerner les PME industrielles ou agricoles qui engagent des dépenses pour la réalisation de prototypes ou pour des installations pilotes de nouveaux produits. Donc c'est un crédit d'impôt qui va représenter 20% des dépenses qui sont engagées dans la limite de 400 000 euros et le taux va passer à 30% à compter de l'année 2023. Merci. Crédit d'impôt en faveur des métiers de l'art. Alors, les crédits d'impôt en faveur métiers d'art, alors tout ça, c'est pas des crédits d'impôt qui sont nouveaux. Hein. Les crédits d'impôt formation ont été doublés, mais les autres existaient déjà. Et c'est de même le cas pour le crédit d'impôt métiers d'art. Donc là, c'est un crédit d'impôt de 10% des dépenses qui sont engagées pour la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Ce crédit d'impôt ira jusqu'à 15% pour les entreprises qui sont titulaires du label Entreprise du patrimoine vivant. Voilà pour les crédits d'impôt. Un mot sur l'allongement de certains dispositifs existants. Alors ça, c'est hyper important aussi. Ça va être très rapide dans la présentation, mais hyper important. On a des dispositifs de faveur dans nos secteurs. Je pense notamment dans les Landes, je pense au Sud-Gironde, je pense au Médoc. Ces dispositifs de faveur, c'est des dispositifs donc d'allègements fiscaux, d'exonération d'impôts sur revenus ou d'impôts sur les sociétés, d'exonération de cotisations foncières des entreprises. Il y en a deux, par exemple, que l'on peut aborder très brièvement. C'est le dispositif ZAFR, zone d'aide à finalité régionale, qui nous promet une exonération d'impôts sur les bénéfices qui serait pleine pendant 3 ans, plus dégressive sur les 3 années qui suivent, 75, puis 50, puis 25% d'exonération. Et enfin, on a ce dispositif ZRR qui, lui, promet une exonération de 5 ans sur les bénéfices, puis une exonération dégressive de 75, 50 et 25. Donc, c'est pour les créateurs ou repreneurs d'entreprise. Si vous êtes créateur, repreneur d'entreprise, regardez si l'un de ces dispositifs peut vous ouvrir les bras. Ils ont été prorogés jusqu'au 31 décembre de l'année 2023. C'est aussi une sacrée bonne nouvelle. Et si vous êtes en réflexion sur votre lieu d'implantation aussi, au préalable, ça peut être une raison pour laquelle vous irez vous implanter dans ces zones, parce que c'est vraiment un avantage fiscal très intéressant. Un mot sur la partie exigibilité de la TVA, Christophe. Oui, Gauthier. Donc jusqu'à maintenant, donc pour la livraison de biens, donc la TVA était exigible que lors de la livraison donc de ce bien. Donc à compter du 1er janvier 2023, donc en cas d'encaissement, en cas de versement d'acompte avant la livraison, donc la TVA sera exigible non plus comme on dit sur les débits, mais sur les encaissements à l'encaissement de cet acompte, donc à due concurrence de son montant. Ça peut apparaître comme une contrainte pour le vendeur, pour l'acquéreur, c'est quand même un intérêt, c'est qu'il pourra récupérer la TVA non plus à la livraison du bien, mais au fur et à mesure où il verse les acomptes pour le financement de ce bien. La TVA sur le paiement. D'accord, très bien, merci Christophe. On va faire un focus rapide sur la partie des mesures liées au coronavirus et surtout les actualisations qu'il y a pu avoir. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les évolutions notamment du prêt garanti par l'État ? Oui, donc alors l'octroi de ce PGE, il est dorénavant possible jusqu'au 30 juin 2022 au lieu du 31 décembre 2021. Donc pour rappel, le PGE, donc le montant maximum d'octroi, c'est 25% du chiffre d'affaires de référence. Au-delà, je dirais, de l'octroi de PGE supplémentaires, je voudrais revenir rapidement sur l'étalement de ce PGE. Jusqu'à maintenant, donc le remboursement du PGE, c'était maximum 6 ans, donc 1 an de différé plus 5 ans ou 2 ans de différé plus 4 ans. Pour les PGE inférieurs à 50 000 euros, il est désormais possible de demander l'étalement sur 10 ans donc auprès du médiateur du crédit de la Banque de France. Donc un étalement donc de 4 années supplémentaires avec un report de 6 mois des premières échéances de remboursement. Donc ça peut être intéressant pour certaines entreprises qui sont en très grande difficulté et on pense que ça concernerait à peu près 25 000 entreprises sur les 700 000 qui ont contracté un PGE. Merci Christophe pour ce point. Vous les avez vus brièvement en introduction. Ça va maintenant être à eux d'intervenir. Arnaud Pilois, Arnaud Rimbert, on va passer sur des mesures plus sociales. Je vais vous laisser la parole et notamment sur l'activité partielle dans un premier temps et son actualité. Merci Gauthier. Donc c'est sur l'activité partielle. Arnaud, tu es là. C'est bon. Donc par rapport à l'activité partielle, donc c'est une des mesures phares qui a été mise en œuvre dans le cadre du quoi qu'il en coûte
du gouvernement. Donc, quoi de neuf sur l'activité partielle, Arnaud Rimbert? Alors, sur l'activité partielle, ce qui est intéressant, c'est que le législateur est venu en fait valider toutes les mesures de calcul qui avaient été retenues dès le mois de mars 2020, puisque quand a été mis en place de manière extrêmement forte le régime d'activité partielle, la majorité des entreprises de France, on s'est posé beaucoup de questions sur les modalités de calcul pour les salariés qui étaient en convention de forfait, notamment pour les forfaits jours, les cadres dirigeants qui cumulaient leur statut avec un contrat de travail. On a retenu un certain nombre de mesures et de pratiques un petit peu de manière forcée. Et là, le législateur est venu en fait intégrer tout ça dans le Code du travail. Donc, l'avantage et l'intérêt, c'est que ça vient pérenniser ce qui a été fait et ensuite l'encadrer pour l'avenir de manière à sécuriser les entreprises. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce sont des calculs qui sont très bien gérés par les cabinets d'expertise comptable sur lesquels les chefs d'entreprise doivent avoir pleine confiance. Mais voilà, l'idée vraiment et l'intérêt de ces mesures-là, c'est qu'on pérennise ce qui a été fait et ce que les entreprises et les cabinets comptables ont fait depuis l'année 2000. Et effectivement, on peut souligner que le rôle pendant cette crise sanitaire des soignants a été mis en avant, mais on n'a pas assez mis en avant le rôle des cabinets comptables et de leurs équipes qui ont particulièrement œuvré pour mettre en œuvre dans la pratique au mois le mois, voire au jour le jour par rapport aux modifications qu'il y avait au quotidien sur cette problématique, notamment d'activité partielle. À ce titre, donc, la prolongation de ce régime, Arnaud, c'est jusqu'à quand l'activité partielle en mode coronavirus? Alors, l'activité partielle est prolongée dans le principe jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, clairement, en l'état actuel des mesures, ça ne concerne que les entreprises qui sont fermées de manière obligatoire. Donc, c'est extrêmement réduit puisque dès le 16 février, c'est-à-dire demain, la plupart des entreprises qui sont contraintes de fermer vont pouvoir réouvrir, notamment les boîtes de nuit. Jusqu'alors, on avait la possibilité d'avoir recours pour certaines activités, c'était le régime d'activité partielle. Pour ces activités-là, c'est-à-dire une activité de barman dans un café, dans la mesure où on avait interdiction de consommer des boissons debout, on pouvait encore bénéficier pour ces emplois-là de manière très partielle de ce régime-là. Tout ça s'arrêtera à compter du 16 février. Et voilà. Contre, le législateur a pris soin de garder les mesures en état. Si un nouveau confinement devait intervenir, si la crise sanitaire, la situation sanitaire devait se dégrader fortement, on aurait la possibilité assez facilement de revenir sur les régimes dérogatoires qui permettaient d'assurer un quasi-maintien de la rémunération pour les salariés placés en activité partielle, et ça jusqu'à la fin de l'année 2022. Merci. Maintenant, on va passer sur une mesure un peu plus technique, mais toujours liée aux dispositions spécifiques Covid-19. C'est la période de carence en cas d'arrêt maladie en lien avec le Covid-19. Donc, où en est-on par rapport à ce délai de carence lié au Covid-19? Là aussi, mon cher Arnaud, en fait, on a juste une prolongation du régime potentiel jusqu'à la fin de l'année qui permet aux salariés qui sont en arrêt maladie du fait du Covid de percevoir les indemnités journalières et les compléments de salaire versés par l'entreprise sans condition d'ancienneté. Donc là, le système qui était mis en place depuis le début de la crise sanitaire sera prolongé potentiellement jusqu'au 31 décembre. On attend un décret, mais voilà, ça permettra de maintenir ces salariés qui étaient dans une situation précaire, de leur maintenir une rémunération acceptable pendant la situation d'arrêt maladie liée au Covid. On va changer un peu de secteur par rapport à un dispositif qui est assez incitatif, pas encore très connu, et l'objectif c'est de le faire connaître parce qu'il y a un intérêt certain. C'est le contrat d'engagement jeune. Alors, cette mesure est passée en dessous des radars médiatiques, c'est bien dommage.
elle vient répondre à une problématique du RSA. Le revenu de solidarité active s'adresse aux personnes de plus de 25 ans. Et donc, on avait un trou dans la raquette pour les jeunes entre 18 et 25 ans qui étaient sans revenu. Contrairement au RSA, le dispositif contrat d'engagement jeune a été mis en place et permet aux jeunes qui sont concernés de bénéficier d'une indemnisation, d'une rémunération, on va dire minimum jusqu'à 500 €, moyennant un contrat qu'ils vont conclure et des engagements de leur part. Donc, c'est plutôt incitatif. L'idée, c'est de les réinsérer dans la vie professionnelle en les obligeant à se lever le matin, à aller voir leurs conseillers, à aller dans les entreprises dans le cadre de périodes de formation qui seront non rémunérés, qui sont des prises de connaissance du monde du travail. C'est un véritable contrat. Si vous ne respectez pas le contrat, vous n'avez pas en face l'indemnisation qui est prévue. Donc, un très, très bon dispositif sur lequel, j'imagine, le gouvernement communiquera probablement après les élections, mais qui venait se substituer au RSA sans pour autant se substituer au RSA, puisque le RSA, c'est un minimum de revenus sans contrat, sans condition et sans contrepartie, alors que là, c'est un véritable engagement. Je me lève, j'agis pour moi-même et en contrepartie, les pouvoirs publics, la sécurité sociale me versera une indemnité. Donc, on a parlé de l'entrée dans le marché du travail avec ce contrat d'engagement jeune, hein, qui est vraiment une formidable opportunité, donc il faut s'en saisir. Maintenant, on va parler de la sortie du marché du travail et de la retraite. Alors, bon, c'est bien d'en parler aujourd'hui. D'habitude, on parle des retraites avec un gilet jaune autour d'un rond-point. Là, on va parler d'un dispositif technique. Il faut savoir que sur les retraites, le gouvernement, l'État a eu différentes stratégies depuis une trentaine d'années, puisque pendant des années, on a poussé les seniors vers la sortie avec des mécanismes incitatifs en se disant si on pousse les seniors à partir de 50-55 ans vers la sortie, ça va permettre l'embauche des jeunes, ce qui était au niveau des pays de l'OCDE plutôt une exception, et force est de constater que ça n'a pas fonctionné. Donc on a rétro-pédalé complètement depuis les lois Fillon, etc. Donc maintenant, on a plutôt des mécanismes qui incitent d'une part à liquider toute ou partie de sa retraite, tout en continuant une activité professionnelle. Donc, il y a deux grands dispositifs bien connus qu'il faut bien maîtriser, surtout pour les fins de carrière. Donc, il y a le cumul emploi-retraite et il y a également cette retraite progressive donc, qui a fait l'objet d'une modification dans la loi de finances. Arnaud, quelle est cette modification? Oui, mais écoutez, Arnaud, c'est relativement simple puisque la loi de finances va permettre désormais aux salariés en forfait jour de bénéficier de ce régime de retraite progressive. C'est important à double titre. D'abord parce que quand on écoute les programmes sociaux des candidats aux élections et de celui qui n'est pas encore candidat mais qui devrait l'être et qui pour l'instant est en tête dans les sondages, l'âge de départ à la retraite est évoqué et on envisage de le passer de 62 à 64 ans. Donc ça va devoir conduire les salariés à devoir travailler plus longtemps. Du coup, le régime de la retraite progressive va devenir, à mon avis, encore plus utilisé puisqu'il va permettre à certains salariés sous condition de cotisation et d'âge, aujourd'hui c'est à partir de 60 ans, de réduire leur durée de travail en passant par exemple à mi-temps, donc de percevoir la moitié d'un salaire et en contrepartie de faire liquider, pas tout à fait totalement, j'y reviendrai dans 2 secondes, leur retraite pour percevoir également la moitié de leur retraite. Donc je travaille à mi-temps, je n'ai pas la possibilité d'avoir la totalité de ma retraite, mais je vais travailler à mi-temps et j'aurai la moitié de mon salaire et la moitié de ma retraite. L'intérêt de ce dispositif, c'est que pendant les 1, 2, 3 ans durant lesquels je vais avoir accès à ce dispositif, je vais continuer à acquérir des droits à la retraite et donc la liquidation finale de ma retraite se fera à la fin quand je prendrai finalement ma retraite définitivement et pleinement. Ça ne m'empêchera pas derrière de faire un cumul emploi-retraite, mais ça permet en fait de réduire mon activité avant ma retraite à taux plein et donc ça permet aux salariés de faire ce qu'on appelait avant une sorte de pré-retraite, même si ça s'appelle la retraite progressive. Alors, tu parles des salariés, mais des salariés au sens droit du travail, mais est-ce que ça s'applique également à des assimilés salariés en droit de la sécurité sociale? Je pense aux dirigeants d'entreprises qui nous écoutent, hein, qui sont assimilés salariés en droit de la sécurité sociale, par exemple dans les SAS.
Alors, effectivement, ça sera ouvert à compter du 1er janvier 2002 pour les personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée, mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général des cotisations sociales. Donc, là aussi, c'est une nouveauté, c'est une ouverture qui n'est pas négligeable. Donc là, s'il y a des dirigeants dans les SAS notamment qui nous écoutent, qui sont donc assimilés au régime général en droit de la sécurité sociale, effectivement, ils peuvent bénéficier de ce dispositif qui vraiment présente un intérêt quand on a des trous dans la raquette dans ces années de cotisation par rapport à la retraite. On va changer maintenant de terrain pour aller sur des congés de proches aidants et de présence parentale. Donc, la loi de finances a fait 2 petits aménagements. Donc, il faut avoir en tête quand malheureusement, notamment sur les proches aidants, quand ça arrive dans la carrière des salariés. Oui, rapidement, 2 aménagements. Tout d'abord, dans la définition du congé, de la possibilité de bénéficier du congé. Jusqu'alors, ça concernait les salariés dont un enfant à charge était atteint d'une maladie ou d'un handicap d'une particulière gravité. La notion de particulière gravité a disparu. Donc, dès lors qu'on est en charge d'un enfant malade ou handicapé, on peut bénéficier de ce congé de proche aidant. Et la deuxième modification, elle est vraiment intéressante, puisque ça permet à ces personnes-là de percevoir une indemnité pouvant aller jusqu'au SMIC, donc une indemnisation beaucoup plus importante, qui devrait rendre ce congé un peu plus opérant et devrait voir les entreprises à rencontrer beaucoup plus de salariés de demandes de ce type. Donc, merci pour ces éclaircissements. Revenons au coronavirus. Le pass sanitaire est mort. Vive le pass vaccinal. Ça aura au moins une mérite en janvier de montrer que le gouvernement ne décidait pas tout de manière unilatérale, puisqu'il y a eu un débat, des échauffourées, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, en commission mixte paritaire sur le sujet. Tant mieux, ça fait partie du débat démocratique sur ces sujets sensibles. Donc là, aujourd'hui, pour faire un point à date, puisqu'effectivement, là, ça bouge également régulièrement, en l'état actuel, donc le pass sanitaire, de ce que j'ai bien compris, Arnaud, n'existe plus. C'est uniquement le pass vaccinal. Alors, il n'existe quasiment plus, si je puis me permettre, Arnaud. En fait, pour les personnes de plus de 16 ans, le pass vaccinal, on parlait assez, le pass sanitaire, mais le pass sanitaire perdure toujours pour les personnes âgées entre 12 et 16 ans. Après, sur le mode opératoire, c'est très simple, hein, ne posez pas trop de questions. Quand j'avais besoin d'un pass sanitaire avant, et aujourd'hui, pour les personnes de plus de 16 ans, j'ai besoin d'un pass vaccinal. Donc, c'est relativement simple. C'est juste que ce n'est pas tout à fait le même document et que l'application tous anti-Covid a changé également pour se mettre en conformité. Mais c'est vraiment très simple. Alors pour moi, chef d'entreprise, concrètement, est-ce que je dois exiger de mes salariés et tous les matins leur demander le pass vaccinal, puisque par nature, ils ont plus de 16 ans, le pass vaccinal dans mon entreprise, ou comment ça fonctionne en ma qualité d'employeur? En fait, à partir du moment où j'exigeais le pass sanitaire avant, je dois exiger le pass vaccinal. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de difficultés. La loi a donné la possibilité aux chefs d'entreprise de contrôler l'identité dès lors qu'ils ont un doute sur l'authenticité du pass ou la véracité, la concordance entre le pass et l'identité de la personne. Alors, ce sont des dispositions qui ont beaucoup fait parler, qui sont très peu utilisées pour les chefs d'entreprise par rapport à leurs salariés. En principe, on peut considérer qu'ils connaissent leur identité, donc on ne va pas vérifier ça. Là-dessus, peu de problèmes, sachant que pour être très clair, le gouvernement a annoncé des sanctions, mais je pense qu'il y a eu très peu de sanctions et il y en aura très peu, sachant que la tendance est à relâcher un petit peu tout ce mouvement. Donc, on essaye d'appliquer du mieux possible, mais on ne s'empêche pas de dormir parce qu'on n'aura quasiment pas de sanctions, voire pas du tout. Et par rapport au télétravail, donc moi, employeur, est-ce que je suis toujours soumis à cette contrainte du télétravail par rapport aux préconisations gouvernementales? Où en est-on par rapport à ce sujet? Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de monde à ce webinaire, donc les gens peuvent le suivre en télétravail, mais est-ce que moi, employeur, je peux être embêté si je demande à mes salariés de venir travailler sur les agences ou les établissements de mon entreprise? Alors, depuis le 2 février,
Les entreprises, au niveau du télétravail, sont libérées de délivrer puisqu'il n'y a plus aucune obligation coercitive de placer les salariés en télétravail. Il y a des recommandations, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, on peut demander à tous les salariés de venir travailler en présentiel à compter d'aujourd'hui sans difficulté. Parfait, on va changer de sujet puisqu'il nous reste 0 minute et qu'on aime bien respecter. Donc, en vraiment 1 minute sur des sujets fondamentaux, à mon sens, par rapport au document unique d'évaluation des risques, vous savez, qui est au cœur de la politique de prévention dans les entreprises. Il faut savoir que quand on plaide des dossiers suite à des accidents du travail, suite à une enquête de l'inspection du travail, c'est le premier document qu'on demande à tous les employeurs. Vous avez un salarié ou 10 000 salariés, il vous faut un document unique, c'est une obligation légale. Quoi de neuf à ce sujet par rapport à ce document central de la prévention et d'identification des risques dans les entreprises? Alors, comme vous le soulignez, mon cher Arnaud, en fait, la loi santé est venue encore plus mettre au centre de la prévention le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, avec notamment une nouveauté qui ne sera pas neutre, puisque dorénavant, alors on attend le décret pour les entreprises de moins de 150 salariés, mais dorénavant, ce document devra être consultable pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les entreprises devront mettre à disposition de leurs salariés et anciens salariés ce document. Et bien entendu, tout le monde comprendra qu'il s'agira pour les salariés et anciens salariés de se servir de ce document pour éventuellement faire valoir une action en reconnaissance de maladie professionnelle plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc, il va falloir encore une fois très bien réfléchir à comment mettre en place ce document, comment l'articuler, sachant que les services de médecine au travail sont devenus des acteurs importants pour la mise en place de ce document. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur son médecin du travail et les services de la CARSAT pour le faire évoluer, le mettre en place et le faire évoluer de manière annuelle, puisque c'est l'obligation. Et puis, j'ai une petite précision qui est quand même importante, c'est que cette obligation de mettre en place un document unique d'évaluation des risques professionnels, elle porte sur toutes les entreprises à partir du moment où on a un salarié. Et par rapport à la temporalité, vous avez un peu de temps si vous avez une entreprise de moins de 150 salariés, puisque c'est le 1er janvier 2024. Mais je pense qu'il faut se saisir de la problématique assez rapidement, puisqu'en parallèle, avec cette loi santé, il y a une deuxième obligation dont la temporalité est plus proche, c'est la mise en place d'un passeport de prévention qui, lui, est applicable au 1er octobre 2022. Donc là encore, l'employeur a un certain nombre d'obligations par rapport à ce passeport de prévention, Arnaud. Oui, alors dans ce passeport, en fait, le salarié va se voir attacher tous les certificats et diplômes qu'il a obtenus relatifs à des formations santé, sécurité au travail. Et donc, l'entreprise pourra avoir accès à ce document, notamment quand elle procédera à des recherches d'emploi. Hein. Elle pourra demander au salarié de lui donner ce document-là, mais également, quand elle fera passer des formations à son salarié, elle devra remplir le document au fil du temps et de manière à ce que le salarié puisse justifier de toutes les formations de santé et sécurité qu'il a suivies. Alors, ça présente un avantage évident de simplification et de centralisation, mais comme toute réforme, c'est imposé à l'employeur, malheureusement, par l'État. Et donc, il faudra réfléchir avant le 1er octobre 2022 à la mise en œuvre concrète. Pour terminer, une problématique liée à une nouvelle définition du harcèlement sexuel. Il faut savoir que nous, en matière de contentieux prud'homme et la notion de harcèlement qui est assez récente en droit français, c'est américain comme la discrimination, à la base anglo-saxon, et ça arrive qu'en 2002, alors qu'aujourd'hui, il y a un dossier sur 2 au prud'homme qui concerne cette problématique du harcèlement, alors pas forcément sexuel, mais moral. Et il y a eu 2 innovations, tant sur la nouvelle définition du harcèlement sexuel qui est entendue de manière beaucoup plus large que du harcèlement moral par rapport donc à cette notion de terme sexiste qui a été ajouté à la définition légale. Oui, en fait, on a deux modifications, dont une qui est vraiment importante. La première concerne le harcèlement sexuel. Jusqu'alors, le harcèlement sexuel était constitué par des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Donc là, il y avait une logique dans la définition. Dorénavant, ça allait également pour des propos ou des comportements à connotation sexiste. Donc, on a étendu le champ du harcèlement sexuel. On va pouvoir discuter de l'intérêt
et de l'impact de cette mesure et dire qu'on ne peut plus dire grand-chose ou de moins en moins de choses. Mais en tout état de cause, les blagues sur les blonds qui ont fait fureur dans les années 90 seraient aujourd'hui potentiellement considérées comme caractérisant du harcèlement sexuel, puisque ce sont des propos à caractère sexiste. Là-dessus, on est dans l'évolution de tout ce qui a suivi le hashtag MeToo, et on acceptera, en tout cas dans le cadre du Code du travail, beaucoup moins de choses que l'on pouvait accepter par avant. Et c'est une avancée plutôt positive, et il y a une deuxième avancée également positive d'un point de vue, on va dire, législatif, c'est toujours le contexte MeToo. C'est la France qui a décidé de ratifier une convention internationale sur la définition du harcèlement et de la violence au travail. Ouais, alors là c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir intégrer dans la gestion et le management par les chefs d'entreprise et par les managers d'une manière large. Pourquoi? Parce que la France a donc ratifié la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail et qui donne une définition extrêmement claire du harcèlement qui, à terme, va s'appliquer dans le cadre des relations entre les entreprises et leurs salariés. Mais il faut bien intégrer cette définition-là parce qu'on va y faire entrer beaucoup plus de comportements qu'avant. Donc, dorénavant, dans le cadre de cette convention, le harcèlement se caractérise par un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables. Alors, on peut s'arrêter là ou de menaces de telles pratiques ayant pour effet ou pour objet potentiellement de nuire à l'état de santé du salarié. Mais on parle de comportements ou de pratiques inacceptables. On peut tout y mettre, sachant que c'est une définition qui sera donnée à l'appréciation du juge et qui sera évolutive dans le temps. Donc attention, parce que ça, c'est une sorte d'ouverture au champ à la multiplication des champs des contentieux, ce qui va, à mon avis, devoir amener les chefs d'entreprise à se poser la question sur leur management. Est-ce que ce que je demande à mon salarié, c'est acceptable ou inacceptable? Relativement simple dans la définition juridique, beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Voilà, donc effectivement, sur ces évolutions réglementaires, et donc on a vu, pour conclure, un dernier point sur l'évolution donc liée à la loi santé, sur le rôle de la prévention primaire au cœur de notre système de santé. Et on finira peut-être, puisqu'il est 10h07 et qu'on doit respecter le délai, sur la visite médicale de mi-carrière pour finir, Arnaud, puisque effectivement, bon, sur la dernière slide, s'il te plaît, Sophie ou Gauthier, voilà, la visite médicale de mi-carrière, donc quels sont ses objectifs et quand est-ce qu'on doit la passer? Alors, c'est une nouveauté effectivement qui va entrer en vigueur. Le législateur entend faire passer des visites médicales à tous les salariés à la moitié de leur carrière professionnelle. Alors c'est intéressant, on peut noter que l'âge qui est donné en référence, c'est 45 ans. Comme à date, on est obligé de cotiser pendant 42 ans. Ça veut dire qu'à 45 ans, il vous reste 21 années à cotiser, puisqu'on est à la moitié de la carrière, ce qui veut dire que le législateur se place d'ores et déjà sur un départ à la retraite prévisible ou à terme à 66 ans. Alors cette visite médicale, en fait, elle sera liée, elle aura pour objet d'établir l'adéquation entre le poste de travail et l'état de santé du salarié. Elle sera là notamment pour faire le point sur les salariés qui seraient physiquement déjà en situation difficile et pour lesquels on pourrait envisager à court terme à ce qu'ils ne soient plus en capacité d'exercer physiquement leur travail. Donc, plutôt que de subir une inaptitude à 55 ans, le législateur veut que les entreprises et le médecin du travail, en lien bien entendu avec le salarié, anticipent ces problématiques-là pour éventuellement réorienter le salarié avant qu'il soit totalement inemployable. Merci Arnaud, merci Gauthier pour nous avoir conviés. Merci à vous. Merci messieurs. On rend l'antenne à vous les studios Paris. À vous les studios. Voilà, en direct d'Andernos City. Alors juste, d'abord je voulais remercier tous les intervenants, Cédric, Christophe et vous deux Arnaud, pour vos brillantes interventions. Je rappelle que le support est téléchargeable
sur le webinaire en direct là. Je voulais remonter quelques points. Il y a les sujets un peu forts de l'année, j'en ai noté quelques-uns. Je laisserai les animateurs me reprendre, me compléter si c'est nécessaire. Alors sur la partie fiscale, j'en ai relevé deux principaux qui sont notamment les améliorations des dispositifs de cession des entreprises ou dans le cadre de départ à retraite ou même dans le cadre de l'activité courante où les seuils ont été relevés et du coup c'est quand même un avantage fiscal assez intéressant. La deuxième chose, c'est la possibilité d'opter à l'impôt société sur l'entreprise individuelle. Et au-delà de cette option, le fait que le législateur renforce la protection de l'entrepreneur individuel par rapport à son activité professionnelle, justement. Avant, il y avait un mélange de son patrimoine personnel et professionnel, et là, on va vraiment vers un partage des deux et vers un risque plus maîtrisé pour l'entrepreneur individuel. Ça, c'est une vraie bonne réforme. On verra dans l'application, mais en tout cas, sur le papier, c'est une vraie bonne réforme. Sur la partie sociale, j'ai noté deux choses également. Alors, c'est le document unique d'évaluation des risques. Donc, ça, c'est un document aujourd'hui qui est central dans les entreprises, notamment vis-à-vis de l'inspection du travail, mais vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de la politique de prévention dans l'entreprise. Et puis aussi pour protéger le dirigeant de risques plus tard de contentieux vis-à-vis de toutes ces personnes. Et puis tout ce qui est passeport prévention, harcèlement, etc., où vraiment là on voit les conséquences justement de MeToo et donc ce recentrage, cette législation autour du harcèlement renforcée pour protéger les victimes. Et la contrepartie de ça étant le risque de contentieux multiplié, puisqu'il faudra à chaque fois déterminer la réalité des faits et donc il faudra inviter les dirigeants justement peut-être à se protéger, à mettre en place des process, peut-être des règlements intérieurs, peut-être des choses un peu plus rédigées dans les entreprises pour être plus tranquille de ce point de vue-là. J'espère n'avoir rien oublié. Je vous remercie encore une fois à tous les animateurs et puis à tous les participants de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous remercie et puis au plaisir de se revoir. On est disponible sur nos sites. Vous avez des contacts. Vous savez que vous pouvez nous appeler, nous envoyer des messages pour répondre à vos questions si certains sujets ont éveillé des choses chez vous. Voilà. Bonne journée. Bonne journée, merci à tous. Au revoir. Bonne journée, merci.